Cette histoire m'a anéanti. Vraiment. On plonge dans Le joueur de Fyodor Dostoïevski. Mais attention, ce n'est pas qu'un livre. Ah non, c'est bien plus. C'est l'exploration de la psychologie d'un homme qui danse au bord de précipices. C'est électrique. Le personnage central, ce n'est même pas un personnage de fiction. C'est le géant de la littérature lui-même. On entre directement au cœur de l'action. On est en octobre 1866. Il a moins d'un mois pour écrire un roman complet en partant de zéro. De zéro absolu. C'est l'histoire d'un créateur qui doit tout perdre pour enfin pouvoir créer. C'est complètement fou, non? S'il échoue, il perd les droits sur la totalité de son œuvre pour les 9 prochaines années. 9 ans! Une décennie de sa vie créative anéantie, quoi. Pour bien saisir l'enjeu, il faut vraiment imaginer la pression. Dostoïevski est écrasé par les dettes. Et ce n'est pas juste un mauvais moment à passer. Non, c'est une constante dans sa vie. Il est dans une course perpétuelle pour trouver de l'argent. Il emprunte à sa famille, à ses amis. C'est une humiliation permanente. On a des traces de ça jusqu'à la fin. La veille de sa mort, il demandera encore de l'argent. Jusqu'au bout, cette angoisse ne l'a jamais quitté. Et cette angoisse, elle n'est même pas purement égoïste. Ce n'est pas que pour financer son addiction au jeu. Non, il y a autre chose. En 1864, son frère aîné, Mikhaïl, meurt. Et il laisse derrière lui une veuve, 4 enfants et une revue littéraire en faillite. Et Dostoïevski, par sens de l'honneur, décide de tout prendre en charge. Exactement. Les dettes de son frère s'ajoutent aux siennes, la charge devient monumentale. C'est le genre de situation où on est prêt à tout. Et c'est là qu'il se tourne vers cet éditeur, Stelovski. Ah, Stelovski. On le décrit comme un véritable requin, un personnage odieux. C'est ça. Et en 1865, Dostoïevski, complètement acculé, signe avec lui un contrat pour 3000 roubles. Une somme pour survivre, mais à quel prix ? Le contrat est un piège diabolique. C'est plus qu'un piège, c'est là que tout se referme sur lui. Mais pourquoi signer un truc pareil? C'était du suicide littéraire. Il n'avait vraiment aucune autre option. Apparemment non. Il était au pied du mur. Et Stelovski, lui, il le savait très bien. Et que dit ce contrat? Il doit livrer un roman inédit d'une certaine longueur avant le 1er novembre 1866. Ok, Et voici la clause assassine. S'il manque l'échéance, ne serait-ce que d'un seul jour, même d'un jour? Stelovski acquiert le droit de publier gratuitement tout ce que Dostoïevski écrira. Tout. Tout, pendant les 9 années suivantes. 9 ans. C'est une condamnation à mort pour un écrivain. C'est de la servitude littéraire. Un esclavage. Stelovski n'achetait pas un livre, il pariait sur l'échec de Dostoïevski pour s'approprier toute sa production future. C'est un pari, oui. Et ce qui est fascinant, c'est que pour Dostoïevski, l'écriture et le jeu, c'est les deux faces d'une même pièce. Ah oui, hein? Il pense son métier de romancier comme un joueur de roulette. Dans sa correspondance, c'est flagrant. Il utilise tout le temps le vocabulaire du jeu. Par exemple. Il va dire qu'il veut miser une seule carte sur une idée de roman, ou risquer comme à la roulette avec un nouveau projet. C'est une vision romantique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une excuse? Une façon de justifier son addiction? C'est la grande question. Lui-même se torturait avec ça. Quand il écrit « Seul un hasard peut me sauver », on sent le désespoir. Il enviait terriblement ses rivaux, comme Tourgueniev ou Tolstoï. Eux, ils n'avaient pas ces problèmes d'argent. Non, c'étaient des aristocrates, des propriétaires terriens. Ils écrivaient dans le calme, le confort. Ils pouvaient passer des années à polir un roman. Alors que lui écrivait dans l'urgence, la fièvre, pour payer ses créanciers. Mais on peut se demander, son génie aurait-il pu exister sans ces démons ? Le confort, la stabilité, pour lui, ça aurait peut-être été la mort de l'inspiration. Donc pour lui, créer, c'est se mettre en danger. C'est mettre sa vie en péril. C'est exactement ça. Et il le prouve. Alors que l'échéance de ce contrat mortel approche, où est-il ? Pas à son bureau, j'imagine? Pas du tout. Il est à Saxon-les-Bains, une ville thermale en Suisse, au cœur des Alpes. Le décor est magnifique. Sublime. Mais il y a un détail crucial. Le casino. Le casino. Qui la paie, qui l'obsède ? C'est incroyable. Il est littéralement en train de vivre la matière de son futur roman. C'est ça. Au lieu d'écrire sur l'addiction, il est en prise directe avec elle alors que son avenir est en jeu. Il est le personnage de son propre livre avant de l'avoir écrit. Et pendant ce temps, l'horloge tourne. On arrive au moment critique. Le 1er octobre 1866, 30 jours avant la date limite. Et Dostoïevski n'a pas écrit une seule ligne. Pas un mot, rien. Le vide absolu. Comment c'est possible? Il a oublié. Il a été complètement happé par l'écriture d'un autre chef-d'œuvre, Crime et Châtiment. Ah d'accord. Ça lui prend toute son énergie. Et dans cette fièvre créatrice, il a tout simplement, oublié le contrat.
Oubliez la menace. L'ironie est terrible. Il écrit l'un des plus grands romans de tous les temps, et ça risque de lui coûter sa carrière. C'est la panique, j'imagine. Le chaos total. Il se rend compte qu'il lui est physiquement impossible d'écrire un roman en un mois, à la plume. Et c'est là que... C'est là qu'un ami lui donne une idée qui va tout changer. Une technologie de pointe pour l'époque, la sténographie. Il lui conseille d'engager une sténographe. Et c'est là qu'intervient une personne absolument cruciale. La personne qui va le sauver. Littéralement. Il engage une jeune femme de 20 ans, Anna Grigorievna Snitkin. Elle vient de finir ses études de sténographie, c'est l'une des meilleures. Elle est méthodique, calme, efficace. Tout ce que Dostoïevski n'est pas à ce moment-là. Elle est le point de stabilité dans son tourbillon. Mais concrètement, comment ça se passait? Il dictait pendant des heures? Anna a laissé des mémoires très détaillées. C'est fascinant. Le travail commence le 4 octobre. Ok. Il travaille de midi à 4 heures de l'après-midi. Tous les jours, sans exception. Il faut imaginer la scène. Lui, arpentant la pièce comme un lion en cage, fiévreux, improvisant des scènes entières, changeant de voix. Et elle, assise, notant tout à une vitesse folle. Et le soir, Le soir, elle rentrait chez elle et passait des heures à tout retranscrire au propre. c'est une performance physique et mentale pour tous les deux. Absolument. Au début, c'était tendu. Dostoïevski était méfiant. Mais très vite, il a été impressionné par son professionnalisme. Une confiance s'est installée. Oui, il a commencé à lui parler de l'intrigue, à lui demander son avis. Elle est devenue sa première lectrice. Et donc, du 4 au 31 octobre. En 28 jours, il lui dicte l'intégralité du joueur. En 28 jours. C'est surhumain. L'acte même d'écrire le joueur est devenu son plus grand coup de poker. C'est la mise en abîme parfaite. Il ne joue plus avec des jetons, il joue avec des mots contre le temps. Chaque phrase est un pari. La roulette n'est plus la bille qui tourne, c'est l'aiguille de l'horloge. Il doit manier cette partie pour échapper à l'esclavage. L'écriture est son dernier va-tout. C'est donc le cœur de son génie paradoxal. Il a besoin de ce danger, de cette pression pour fonctionner. C'est plus que ça. Il a besoin d'être au bord du gouffre pour sentir en lui la possibilité de créer. L'adrénaline du risque, la honte, l'humiliation de la perte sont des carburants pour lui. On dirait bien. Ses échecs au jeu le plongent dans un désespoir si profond que seule une vitalité artistique exceptionnelle peut l'en extraire. Il doit toucher le fond pour renaître par l'art. L'art n'est pas un choix, c'est une question de survie. C'est sa seule voie de sortie. Il y a cette lettre poignante qu'il écrira plus tard à Anna, qui sera devenue sa femme, après avoir, encore une fois, tout perdu à la roulette. Oui, cette lettre, elle dit tout. Il écrit « J'ai tout perdu, tout. Oh mon ange, ne sois pas triste. Maintenant, mon roman, seul mon roman peut nous sauver. » Pour être sauvé par l'art, il faut d'abord être complètement perdu. C'est ça. Sa création est sa seule rédemption possible. Et cette urgence, ce chaos, on le sent dans toute son œuvre. Totalement. C'est ce qu'il distingue. Ses romans ne sont pas lisses, pas polissés. Ils sont fébriles, urgents, bouillonnants de vie. On y sent la fièvre. Le souffle court du joueur qui attend que la bille s'arrête. C'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle sa polyphonie. La polyphonie, c'est un terme qu'on entend souvent à son sujet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En termes simples, c'est l'idée que chez lui, chaque personnage est une conscience indépendante, avec sa propre vérité, sa propre idéologie. Il n'y a pas une seule voix de l'auteur qui domine. Non, c'est un chaos de voix qui s'affrontent, qui se contredisent, un peu comme les pensées qui devaient s'affronter dans sa propre tête. C'est un théâtre d'idées. Donc, ce que lui voyait comme un défaut, cette écriture dans la précipitation, c'est en fait le secret de son génie? Il a transformé sa malédiction en une esthétique. De la nécessité, il a fait une vertu artistique. Et il a réussi son pari. Le 31 octobre, le manuscrit est livré chez Stelovski juste à temps. Il est sauvé de l'esclavage. Mais l'histoire qu'il a écrite, celle d'Alexei Ivanovitch, ce jeune précepteur, c'est un miroir quasi parfait de sa propre âme. On y retrouve tout. L'obsession du jeu, l'humiliation de la pauvreté et cet amour destructeur pour une femme insaisissable, Pauline. Et dans le roman, il y a cette scène capitale. Le héros, Alexei, est poussé par Pauline à jouer pour elle. Un mélange d'amour, de défi, de désespoir. Il va à la table de roulette, et là, contre toute attente, il gagne. Il ne gagne pas un peu, il gagne une somme colossale. Une fortune qui pourrait tout changer. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. Le salut. Il a l'argent, il peut avoir la femme. Problème résolu? Oui, on pourrait le croire. Mais Dostoïevski nous pose une question beaucoup plus terrible, beaucoup plus profonde. Exactement.
Car la vraie question du livre, ce n'est pas de savoir si l'argent peut sauver un homme. C'est de se demander si, pour un joueur compulsif, pour une âme comme celle d'Alexis ou celle de Dostoïevski lui-même, Oui, ma vraie drame, la vraie malédiction, ce n'est pas de gagner. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.